Dans cette vidéo, on va construire ensemble un cas métier complet. La création d'une commande reliée à ses clients et ses articles, le tout avec un code propre, lisible et vraiment évolutif. On explorera pas à pas les différentes couches d'une application Spring moderne, contrôleur, service, repository. Et on verra comment structurer les entités JPA. Pour t'aider à visualiser et comprendre chaque décision technique, je t'accompagnerai avec plusieurs diagrammes illustrant l'architecture et la relation interne de l'application. L'objectif, que tu repartes avec une compréhension claire, pratique et réutilisable dans tes propres projets. Pour initialiser un projet Spring, le plus simple, c'est d'utiliser l'initialiseur disponible à l'adresse start.spring.io. Il va nous permettre d'ajouter l'ensemble des dépendances Maven que nous avons besoin pour notre projet. Donc, une petite parenthèse, à l'heure où je tourne cette vidéo, la version 4 est en release candidate. Donc, pour le moment, nous allons utiliser la 3.5.7, mais vous avez la possibilité d'utiliser la 4. Donc, concernant les dépendances à ajouter, il y en a 4. La première, c'est Spring Web qui va nous permettre de pouvoir récupérer des requêtes HTTP, de pouvoir les comprendre. Il embarque également un serveur Tomcat par défaut, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, le supprimer et mettre un serveur comme JT. Ensuite, nous avons besoin de pouvoir accéder à la base de données grâce au starter Spring Data JPA. Il sera également nécessaire d'y inclure un driver. Donc, pour cette vidéo, nous allons utiliser MySQL, mais si vous ne disposez que de Postgre, libre à vous de choisir le driver Postgre. Et finalement, pour faciliter le développement et éviter d'avoir à coder les setters et les getters, nous allons ajouter la dépendance Lombok. Également, vous pouvez compléter les métadatas comme vous le souhaitez. Donc, moi, par exemple, je vais appeler le projet Demo REST API. Et de choisir, il y a la version de Java, en l'occurrence ici, Java 21. Également, moi, je préfère travailler avec Maven par habitude. Une fois fait, il vous suffit de cliquer sur Generate et vous allez automatiquement avoir un zip qui est téléchargé. Il suffira de l'ouvrir par la suite dans l'IDE. Donc une fois que vous avez dézippé votre projet, vous ouvrez votre IDE, que ce soit NTG ou Eclipse, et ici Open, et vous sélectionnez votre projet dézippé. Donc si on s'intéresse un peu à ce projet, et en premier, regardons le POM.xml. Donc nous avons nos 4 dépendances. Le starter data JPA, le starter web, notre driver MySQL et enfin Lombok. Ensuite, dans le package principal, nous retrouvons une classe main qui va pouvoir être lancée et vous pouvez configurer les propriétés de votre application via le fichier application.properties. Une propriété importante est par exemple le port sur lequel nous souhaitons lancer notre serveur Tomcat. Donc par défaut c'est le port 8080, mais il se peut que sur votre machine vous fassiez tourner d'autres éléments sur ce port. Donc vous avez la possibilité tout simplement de le changer par le port que vous désirez. Une fois ceci fait, vous pouvez lancer votre serveur, vous pouvez lancer la méthode main qui va lancer un serveur Tomcat. Donc, si nous regardons le lancement, le port avait été sélectionné, le 8633, mais nous avons une erreur au niveau de la base de données. En effet, nous avons inclus la dépendance Starter Data JPA. Nous avons donc besoin de configurer au niveau de l'application .properties l'ensemble des propriétés permettant d'accéder à notre serveur de base de données. Pour se résoudre ce problème, nous avons besoin de nous connecter à notre serveur de base de données. Le plus simple est d'utiliser Docker. Si vous n'avez pas Docker, soit vous l'installez, soit vous téléchargez le serveur MySQL ou Postgre, je vous laisse chercher sur Internet.
Donc tout simplement, en passant par Docker, il suffit de télécharger l'image MySQL ici en version 8.0 et d'exposer le port. Par défaut, c'est exposé sur port 3306, mais étant donné que j'ai déjà d'autres serveurs SQL qui tournent sur 3306, j'ai changé le port. Ceci va nous permettre de lancer un nouveau container et de pouvoir y accéder. Le conteneur lancé, rendez-vous dans un gestionnaire de serveur de base de données, par exemple ici dbeaver, et vous saisissez votre URL, donc moi en l'occurrence localhost 2.3309, et j'ai ajouté deux attributs, donc ça dépend des configurations pour pouvoir y accéder, allo public key retrieval égale true et use SSL à false, et puis ensuite l'utilisateur, donc par défaut c'est root et le mot de passe. Vous pouvez également tester la connexion et si tout est OK, cliquez sur terminer. Vous accédez donc à votre serveur de base de données. Nous pouvons également créer une nouvelle base de données, ici db_demo. Si on se rend au niveau du conteneur, nous pouvons vérifier que les bases de données sont bien présentes ici avec la commande show database après s'être connecté. Maintenant, au niveau de notre application Java, dans le application.properties, nous pouvons configurer l'accès à la base de données. Donc, nous reprécisons localhost 2.3309, le nom de notre base de données, le login et le password. Notre application Java a bien réussi à se connecter à la base de données, nous n'avons plus l'erreur, et notre serveur est lancé. On note que nous sommes sur un serveur Tomcat qui est lancé. Donc, l'application reste up. Il est en attente de requêtes HTTP, par exemple. Donc, afin de mieux comprendre ce que nous allons coder, je vous propose l'architecture et le diagramme suivant. Donc, nous allons avoir trois couches. Tout d'abord, la couche REST controller, c'est-à-dire que notre utilisateur va faire des requêtes HTTP pour pouvoir, par exemple, récupérer un article. Lorsqu'il va exécuter cette requête, elle va être interceptée par le contrôleur qui va transmettre la demande au niveau du service. Le service, lui, va effectuer une demande au niveau du repository. Dans le repository, l'ensemble des méthodes create, read, update, delete sur une base de données sont codées et le repository, lui, va nous permettre d'accéder aux tables et aux lignes de la base de données. Donc, une fois qu'on aura récupéré la ligne en base de données, via des returns, on va faire le chemin inverse et nous allons exposer l'article au format JSON. Donc, pour ce faire, il va avoir trois couches. La couche d'exposition en verte, la couche qui va détenir la logique métier en rouge, plus communément appelée service, et finalement la couche accès à la base de données, ici nommée repository ou encore DAO. Également, nous allons avoir des classes Java. Une commande dispose de plusieurs lignes. En effet, lorsque vous avez une commande sur un site de e-commerce, vous avez plusieurs lignes. Pour chaque ligne, vous avez un article et une quantité, par exemple, et également la commande est rattachée à un client. Donc, par souci de simplification, nos entités métiers, c'est-à-dire ce qu'il y a en jaune, nos classes Java, elles vont être équivalentes à ce que nous allons avoir en base de données. C'est-à-dire qu'un article au format Java, code Java, en programmation orientée objet, va représenter notre table. Normalement, dans une application d'entreprise, on distingue les deux. Néanmoins, c'est une notion un peu plus avancée et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'aborder maintenant. Le deuxième point, c'est que la logique métier est présente dans la couche service, entre guillemets, exclusivement. Ceci est contraire à la POO. Et nous allons voir
Pourquoi ceci est contraire? Et c'est là où réside un peu la difficulté de notre application et je vais vous montrer comment coder proprement. Nous allons commencer par créer nos entités. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau package entité et dedans, nous allons y définir nos articles, nos clients et nos documents. Donc commençons par une classe assez simple à définir, la classe article. Donc notre objectif, c'est que cet article soit à la fois notre entité métier et notre entité base de données, c'est-à-dire qu'on souhaite faire correspondre une table à l'article. Et pour ce faire, nous allons utiliser les annotations fournies par JPA. Tout d'abord, nous allons dire que article sera une entité, donc importer l'annotation entité de Jakarta Persistence. Par la suite, nous importons une deuxième annotation, table, qui permet de définir le nom de la table. Donc, par défaut, le nom de la table sera le nom de votre classe minuscule, mais vous pouvez définir votre propre nom. Chaque table a une clé primaire. Donc, pour ce faire, JPA fournit l'annotation @id et vous pouvez choisir la valeur de génération via l'annotation generated value. Donc, je vais en présenter deux. La première qui est la stratégie auto, c'est-à-dire que c'est Hibernate qui choisit automatiquement la meilleure stratégie de génération selon la base de données utilisée. Et nous allons utiliser Identity, où la clé primaire est générée par une colonne auto-incrémentée gérée par la base de données. Puis, nous définissons un type pour notre ID. Ensuite, nous souhaitons dans un article avoir un libellé, une description, un poids et un prix, donc 4 colonnes. Hibernate, qui est une implémentation de JPA, fournit l'annotation @column et il suffit d'y préciser ce que nous souhaitons. Libellé. Également une colonne description, une colonne image, une colonne poids, private, on va pouvoir définir par exemple en double le poids, et également une colonne prix. Donc pour le prix, nous allons utiliser Big Decimo parce que le calcul sur des doubles peut produire des incohérences sur les centimes notamment lorsqu'on somme des montants. Et pour le développement futur, via Lombok, nous pouvons ajouter les annotations setter et getter. Nous pouvons définir que lorsqu'on lance notre application, les entités présentes dans notre code soient automatiquement créées en base de données, c'est-à-dire demander à Hibernate de faire un create table. Pour ceci, dans l'application properties, nous devons définir la propriété suivante. Spring.jpa.hibernate DDL auto. Il existe plusieurs stratégies. La première, none, dit que nous ne souhaitons rien mettre en œuvre. En production, on choisira du none. Le validate signifie que Hibernate va vérifier si le schéma en base de données correspond bien aux entités, mais ne fera rien. Le create drop, au lancement de votre application, vous allez créer toutes les tables, puis lorsqu'on ferme notre application de certains cas, lorsqu'on le shutdown, on va drop toutes les tables. Et nous allons choisir update, c'est-à-dire que si la table ou la colonne n'existe pas dans le schéma, nous allons mettre à jour le schéma en base de données. Donc pour du développement, le update est préconisé. Et pour rappel, en production, mettre non. Donc il suffit maintenant de relancer notre application, donc notre serveur Tomcat,
et d'aller vérifier qu'en base de données, nous ayons bien la table T article et ses 5 colonnes de créer. Donc, dans dbeaver, ici, on se connecte à notre base de données. Il suffit d'aller dans les tables et nous pouvons voir que la table T article vient d'être ajoutée. Et si on regarde son DDL, nous avons bien notre ID, notre description, notre libellé, notre poids et notre prix. Nous pouvons continuer le développement de nos entités en créant client et commande. Donc le principe reste le même. Créer une classe, l'annoter d'entity et de table, puis y préciser l'ID avec la stratégie de génération. Les getters et setters ne sont pas obligatoires puisque nous allons utiliser l'onBlock. Donc, pour un client, faisons simple, nous souhaitons connaître son nom, son prénom et son adresse. Donc, nous pouvons également définir plusieurs attributs. Pour les colonnes, ici, nous allons préciser que le nom et le prénom ne peuvent pas dépasser 100 caractères. Nous pouvons passer maintenant aux commandes. Donc, pareil, nous créons une classe commande qui va représenter une entité en JPA et y ajouter nos annotations. Donc, comme tout à l'heure, l'ID. Et maintenant, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qu'on doit avoir dans une commande? Donc, dans une commande, nous devons premièrement avoir le client. Donc, le client va être une clé étrangère. Donc, nous pourrions y écrire private long client ID. Mais avec Hibernate, nous pouvons automatiquement avoir cette relation en précisant ici le client et en disant qu'une commande ne peut avoir qu'un seul client, mais qu'un client peut avoir plusieurs commandes. Donc la relation sera une many to one. Également, une commande a plusieurs lignes. Donc ici, nous pouvons écrire private ligne commande. Ligne commande. Alors, ça sera une liste. Et nous pouvons créer la classe ligne commande. Donc, le nom, T ligne commande et la stratégie de génération. Donc, en ajoutant des annotations Lombok, nous pouvons nous passer des getters et des setters. Donc, une ligne commande, elle, est reliée à un article. Lorsque vous passez une commande sur un site de e-commerce, pour chaque ligne, vous avez un article et une quantité. Donc, article, article. Et c'est pareil. Une ligne commande est associée à un seul article, mais un article peut être sur plusieurs lignes. Donc, nous avons le même principe, une many to one. Puis, nous avons également la quantité, donc la quantité qui sera un entier. Donc, revenons à nos commandes. Ici, nous devons dire qu'une commande a plusieurs lignes commandes. Donc, utiliser la notation one to many. Et nous devons y préciser ici comment sera mappé les attributs. Donc, grossièrement, ici, nous devons écrire où ne sera pas l'AFK, c'est-à-dire dans commande. En effet, lorsque nous allons construire les tables, la
FK, la foreign key vers les commandes, sera dans une ligne commande. Puis, préciser le type de cascade. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une commande qui a des lignes commandes, nous souhaitons qu'il y ait l'insertion en base de données à la fois de la commande et de ses lignes. Lorsque vous inscrivez un one-to-many avec un mapped byte, de l'autre côté, vous devez préciser l'inverse side de la relation, donc tout simplement un many-to-one vers commande. Pour aller vérifier dans Dbeaver, il faut relancer l'application parce que, je le rappelle, nous avons la propriété update. On utilise notre base de données dans Dbeaver, nous voyons bien nos 4 tables. Tes articles qui n'a pas été modifié et l'ajout de tes clients, de tes commandes qui a un client ID et également une ligne commande qui a une foreign key vers une commande et l'article avec sa quantité. Ultérieurement, au besoin, nous pourrons ajouter des colonnes en ajoutant tout simplement le code dans notre application Java. Donc, pour résumer cette première partie, nous avons codé nos entités domaines qui sont à la fois nos entités domaines et bases de données. Nous allons passer maintenant à l'implémentation de nos repositories, c'est-à-dire des classes qui vont permettre d'accéder à la base de données. Donc, pour ce faire, je vous propose de créer un nouveau package qu'on va appeler repository et d'y créer les différentes classes. Donc, tout d'abord, le article repository, qui sera une interface. Ça sera une interface parce que tout simplement, Spring fournit une implémentation qui va nous éviter de recoder l'ensemble des méthodes. Regardons. Il suffit d'étendre la classe JPA Repository en précisant le type de notre entité en base de données ainsi que sa primary key. Et si on regarde JPA Repository, elle implémente différentes méthodes. Mais surtout, elle implémente ListCred Repository, qui lui dispose des méthodes findAll et findAllById. Par exemple, si on fait article repository.findAll, tout simplement, ça va aller automatiquement récupérer en base de données tous les articles. Ça se traduit par un select étoile from the article. Également, si on continue à remonter, nous arrivons dans l'interface Code Repository. Code Repository dispose de l'ensemble des méthodes pour sauvegarder, récupérer, vérifier l'existence, compter et supprimer notre objet. Un repository pour l'entité client, qui également étend JPA Repository. Et enfin, document repository pour commande repository pour nos commandes. On pourrait se demander, est-ce que nous avons besoin de créer une ligne commande repository? La réponse est, ça dépend. Ça dépend tout simplement parce qu'en fait, une ligne commande ne peut exister qu'au travers d'une commande. En effet, vous ne pouvez pas avoir une ligne commande sans commande. La partie d'accès à la base de données est maintenant créée. Nous avons créé nos 3 classes et nous allons nous intéresser aux contrôleurs, c'est-à-dire l'ensemble des classes qui vont intercepter et interpréter nos requêtes HTTP. Je propose de créer un nouveau package contrôleur et pour illustrer le fonctionnement, nous allons créer tout simplement un nom contrôleur permettant d'afficher la page index. Donc pour ce faire, nous allons annoter cette classe de RESTController qui est une annotation Spring qui permet de disposer de la notation contrôleur, d'un composant contrôleur et de faire l'injection de dépendance et également d'avoir le response body. Puis ensuite, il nous reste
à coder une méthode qui va accepter juste le slash, donc du get. Donc pour ce faire, via le get mapping, et de créer une méthode index, par exemple, qui va retourner index. Si on relance notre application et qu'on se rend sur le navigateur web, nous devons avoir index qui apparaît. En effet, nous avons maintenant ici exécuté une requête de type get sur notre navigateur et index apparaît bien. Donc, petite parenthèse et revenons à notre schéma. Au niveau du contrôleur, ce que nous souhaitons retourner, c'est un article au format JSON. Donc, tout simplement, nous pourrions retourner l'entité métier, qui est notre entité base de données, au niveau du response, au niveau de la réponse. Cependant, par habitude, et c'est également une bonne pratique, nous préférons retourner un DTO, ici nommé Response Model. En effet, un DTO est un Data Transfer Object et il va nous permettre de découpler notre code. En effet, il se pourrait que dans l'article, nous ayons certaines colonnes que nous ne souhaitons pas retourner à la vue. Et donc, pour éviter de retourner ces colonnes à la vue, nous devons découpler, et c'est-à-dire transformer au niveau du contrôleur un article response model. Également, lorsqu'on va vouloir créer un nouvel article, faire un post en HTTP, au lieu de directement fournir une entité article, c'est-à-dire fournir l'ensemble des attributs nécessaires pour le créer directement en base de données, nous allons pouvoir avoir un request model et par la même occasion découpler l'entrée au niveau de la requête HTTP de la création d'un article. Supposons que lorsque vous créez un nouvel article, vous faites certains calculs pour certains champs, ces champs-là, vous n'avez pas envie que l'utilisateur vous les fournisse en entrée puisque vous allez automatiquement les calculer. Donc par habitude, prenez par réflexe de créer des DTO d'entrée et des DTO de sortie qui sont pas forcément équivalent à ce que vous avez au niveau de votre entité domaine ou de votre entité base de données. Donc, regardons comment ça va se présenter au niveau de nos classes Java. Donc, nous allons créer un nouveau contrôleur nommé article contrôleur qui va être très semblable à notre home contrôleur. Ping public. Et nous allons retourner une liste, pas d'articles, mais d'articles response model, get article, et pour le moment, nous allons retourner la valeur nulle. Il nous reste à créer notre DTO, donc nous pouvons créer une nouvelle classe, un nouveau package, DTO, dans lequel nous allons insérer notre article response model. Dans l'article response model, c'est une classe Java qui va fortement ressembler à notre article. Donc, tout simplement, nous allons utiliser un record et nous allons y positionner ici l'ensemble de nos attributs. En effet, ici, article response model sont identiques car notre classe article est très simple. Et il suffit d'ajouter l'import au niveau du contrôleur. Donc, si nous souhaitons accéder à la base de données, nous devons indiquer ici la classe permettant d'accéder à la base de données. Donc, un article repository. Et d'y ajouter la notation auto-wired. Auto-wired permet de faire de l'injection de dépendance de manière automatique. En effet, Spring a en son cœur un système d'injection de dépendance. C'est-à-dire, au lieu d'ici avoir à coder dans la méthode main la classe article contrôleur et passer dans son constructeur l'article repository, ici Spring va automatiquement injecter la dépendance, c'est-à-dire nous allons pouvoir l'utiliser et faire article repository.findAll. À ce moment-là, nous récupérons une liste d'articles et il suffira de la convertir en
record. Donc, c'est assez simple. Pour tous les articles de la liste d'articles, créer un article response model qui prend les informations de l'article, l'ID, le titre, le libellé, la description, le poids et le prix, et mettre tout ceci dans une liste de response model. Et nous avons juste à retourner notre réponse modèle. Si maintenant nous ajoutons en base de données un nouvel article et que nous essayons d'appeler cet endpoint, que nous allons nommer /articles, nous allons récupérer la liste des articles. Donc en base de données, j'ai inséré un nouvel article et si on se rend au niveau du navigateur web, nous allons voir la réponse. Donc après avoir redémarré le serveur, il vous suffit de vous rendre sur /articles et au format JSON, vous récupérez bien l'objet inséré précédemment en base de données. Donc si nous résumons ce que nous venons de coder, nous avons codé article REST-controller avec la méthode getArticles qui appelle directement le repository, la méthode findAll, et cette méthode findAll, elle va exécuter une requête SQL, select étoile from tarticle directement sur notre base de données. Nous avons également vu la notation auto-wired qui permet d'injecter automatiquement la dépendance article repository dans notre contrôleur. En effet, nous n'avons pas besoin de créer un constructeur avec en paramètre article repository. Spring gère l'injection de dépendances. Comme vous en conviendrez, nous n'avons pas encore codé article service. Pour le moment, le contrôleur appelle directement le repository. Donc, le service, c'est l'ensemble des classes qui vont contenir la logique métier. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, même si aujourd'hui nous allons coder la logique métier presque exclusivement d'article service, il ne faut pas oublier qu'en programmation orientée à objet, on préfère coder en premier la logique métier directement dans les classes entités. Donc si nous revenons sur notre code, il suffit de créer maintenant un nouveau package appelé service et dedans nous allons y créer notre classe article service. Nous allons également annoter cette classe de la notation service qui va permettre, comme la notation repository et comme la notation contrôleur, d'injecter la dépendance. Le service, comme nous l'avons vu sur le schéma, dépend du repository. Donc nous allons injecter la dépendance repository. De l'autre côté, au niveau du contrôleur, nous n'avons plus à dépendre du repository, mais du service. Il restera à créer une méthode. Ici, nous allons également l'appeler findAll. Et ça va retourner une liste d'articles. .findAll. Tout simplement. Donc, si nous reprenons, nous avons article contrôleur qui a besoin d'une dépendance vers article service. Pour ce faire, nous injectons la dépendance. Article service, lui, a besoin d'une dépendance vers le repository. Donc, nous injectons une dépendance. Et finalement, lorsqu'on appelle le repository, comme article repository étant l'ensemble des méthodes, des classes, des interfaces fournies par Spring, nous disposons de méthodes précodées qui vont nous permettre d'accéder à la base de données. Si nous retournons sur notre navigateur web et que nous actualisons la page, nous avons toujours le même résultat, c'est-à-dire l'ensemble de nos articles. Maintenant, je vous propose de continuer à coder un peu dans l'article et notamment pouvoir récupérer un article par son ID. Donc, ça va être à peu près la même logique. Nous allons créer une nouvelle méthode de type get qui va accepter un ID. Donc, nous allons lancer /article/ID. Au niveau de notre méthode, on remarque la notation passVariable. Ceci va permettre à Spring de comprendre que l'attribut que nous avons ici, ID, correspond à un paramètre passé lors de la requête HTTP. Il ne reste plus qu'à coder une méthode permettant de récupérer un article dans notre service.
Donc article service.find by ID par exemple. Et en passant en paramètre l'ID. Et au niveau du service, il nous restera juste à appeler le repository. Donc la méthode findById au niveau du repository retourne un optional. Ce qui va nous permettre par exemple de savoir s'il y a une valeur ou non. S'il n'y a pas de valeur, nous désirons lever une exception. Donc nous pouvons utiliser la méthode orSelsRow et passer une exception. Donc vous pouvez retourner par exemple une illégal argument exception, mais nous allons créer notre propre exception. Pour ce faire, nous allons créer un nouveau package nommé exception et dedans nous allons y créer une nouvelle runtime exception nommée business exception, qui est un runtime exception et nous allons pouvoir l'utiliser directement au niveau de notre service et dire que l'article cherché n'a pas été trouvé. Ainsi, au niveau du contrôleur, on ne se préoccupe pas de la gestion des exceptions. Si un article est présent, nous allons tout simplement retourner un response model. Return et donc new article response model. Et il suffira de passer l'ensemble des paramètres. GetID, article, .getLibellé, .getDescription, .getPoint, .getPrix. À présent, depuis le navigateur web, vous pouvez récupérer un article par son ID. Si nous résumons l'intégralité de notre code, nous avons un article REST-controller qui va appeler un article service qui va appeler un article repository, et l'article repository va effectuer la requête en base de données. Puis, les informations vont remonter, et au niveau du contrôleur, au lieu de retourner directement l'entité article, qui, je le rappelle, pour avoir plus de colonnes que ce qui est nécessaire de retourner au niveau du client, nous retournons un article response model. Pour permettre cet enchaînement, nous nous appuyons sur l'injection de dépendance grâce à la notation AutoWired. Continuons le développement de notre application avec les clients. Donc, tout comme les articles, nous allons créer un nouveau contrôleur dédié aux clients. Nous allons l'annoter REST-controller. Par contre, au lieu de préciser, comme dans les articles, à chaque fois le pass qui se répète ici article, nous allons le mettre au niveau de la classe qui va nous permettre de réduire le code. Donc maintenant, au niveau de mes méthodes, par exemple, pour récupérer tous les articles, nous aurons besoin de préciser rien du tout. Et par contre, pour récupérer un seul client, nous aurons besoin de préciser uniquement l'ID. Donc, automatiquement, IntelliJ me propose ces deux méthodes que nous allons garder. Par contre, nous n'allons pas retourner un client, mais un client response model. Nous pouvons créer le response model au niveau de notre package DTO. Et si on reprend les attributs du client, nous pouvons les reprendre à l'identique au niveau du response model. Donc, nous pourrions créer un record, et je recommande de créer un record. Ici, une alternative est tout simplement de créer une classe. Mais avec les dernières versions de Java à partir de Java 17, je ne peux vous recommander que l'utilisation d'un record. Donc, nous n'avons besoin d'aucune annotation et nous pouvons préciser les getters, les setters et également un ARS constructeur, c'est-à-dire un constructeur prenant tous les paramètres qui est une annotation Lombok. Donc, tout comme les articles, nous allons injecter notre service. Nous pouvons maintenant créer la classe client service au niveau du package service. L'annoter de service. Et elle aura pour dépendance le repository.
Donc si on revient au niveau du contrôleur, on va lui demander qu'il appelle les deux méthodes, client-service.findAll, et qui va retourner une liste de clients, et la méthode client qui va permettre de récupérer un client par son ID. Donc, nous pourrons créer les deux méthodes au niveau de notre service. Alors, il se peut que je me sois trompé au niveau du package. Non, c'est bon, c'est bien une entité qu'on veut retourner. Et ici, importer la classe. Tout simplement l'appel au repository. L'appel au repository, et comme pour les articles, nous allons retourner une erreur de type business exception. Donc le code est exactement pareil que pour les articles. Et on voit qu'en fait, grâce à Spring, grâce aux annotations, puis grâce à JPA, le code est très lisible et très simple. Il ne reste plus qu'à convertir au niveau du contrôleur nos clients. D'adresse. Add. Et exactement la même méthode qu'ici. Après avoir inséré des données en base de données, rendez-vous sur l'endpoint/client et vous avez bien une liste de clients. Nous pouvons également récupérer un client par son ID. Notre application ressemble maintenant à ceci. Nous avons les articles que nous avons codés et nous venons de coder les clients sur le même principe. Pour rappel, nous retournons un client response model parce que nous ne voulons pas forcément retourner l'ensemble des attributs présents en base de données. La réelle difficulté commence maintenant avec la création des commandes. Et pour ce faire, nous allons tout d'abord introduire quelques règles métiers. La première, lorsqu'on confirme une commande, il faut qu'il y ait au moins une ligne et que le total soit strictement positif. Ceci va nous obliger à ajouter dans ligne commande la notion de prix unitaire. En effet, on pourrait se dire qu'une ligne commande étant reliée à un article, comme nous l'avions représenté ici sur le schéma, on pourrait totalement prendre le prix de l'article. Sauf que le prix de l'article dans un ERP pourrait être amené à évoluer. Sauf que vous, quand vous avez passé une commande, il faut que ce soit immuable, que le prix ne suive pas la modification du prix de l'article. C'est pour cette raison que nous allons recopier dans la ligne commande le prix. Ensuite, lorsqu'on ajoute une ligne à une commande, il faut que la quantité ajoutée soit supérieure à 0 et il doit avoir assez de stock, c'est-à-dire que article.stock est supérieur à la quantité demandée, ce qui va nous obliger à ajouter la notion de stock dans les articles. Et finalement, on souhaite appliquer des remises à tout client qui est VIP. Un client est VIP si il a à true le boolean is VIP. Donc tout d'abord, ajoutons ces notions dans nos entités. Donc pour les articles, nous souhaitons avoir les stocks. Pour les clients, la notion de VIP. Et pour les lignes commandes, comme précisé, le prix unitaire afin d'éviter d'être dépendant de celui de l'article.
Donc maintenant, nous allons commencer par coder au début quelques endpoints restent pour comprendre le mécanisme de création d'une commande et d'ajouter une ligne. Donc pour ce faire, je vais créer un commande contrôleur sur le même principe que les articles. Donc reste contrôleur, et on va également y mettre la notation request mapping et qu'on va appeler commande. Il appellera ultérieurement le service que nous allons coder. Et on n'oublie pas la notation AutoWire pour l'injection de dépendances. Donc ici, en fait, on va créer une commande. Donc la création va se traduire par le verbe HTTP post. Donc on va utiliser la notation postmapping. Et nous allons rien renvoyer lors de la création d'une commande. Par contre, en paramètre, nous allons prendre un request model en body. Donc, c'est-à-dire que nous allons prendre un body au format JSON et Spring va l'interpréter. Donc, ce body va être très simple. Nous allons pour le moment y mettre qu'un client. Donc, au niveau des DTO, on peut rajouter cette nouvelle classe. Et par contre, ici, on va y mettre un integer qui sera le client ID. Alors, normalement, on pourrait également mettre une liste de lignes commande, pareil, ligne commande request model. Et ça serait les lignes de notre commande. Mais par souci de simplification à cet instant, nous allons récupérer seulement le client ID. Donc, au niveau de notre contrôleur, nous importons ceci, puis on va appeler le service command service.create avec le commande request model. Donc au niveau du service, nous pouvons le coder. On n'oublie pas de l'annoter @service pour qu'il puisse être injecté dans le contrôleur et lui dépendra donc du repository. Et nous pouvons créer la méthode create. Donc, je vais aller ici et je vais demander qu'elle soit générée. Donc, la méthode create, qu'est-ce qu'elle fait? Commande égale new commande. Et puis, nous allons pouvoir y préciser le client, .set client. Donc, le client, il va falloir le récupérer. Donc, pour ce faire, nous allons injecter le client repository. Ou mieux, le client service. Puisque dans le client service, nous avons déjà la méthode find by ID. ID, on peut mettre ceci dans une variable. Et par contre, il y a une erreur parce que ici, c'est pas une integer, ça va être un long qui est accepté. Cette client, deux clients. Et ensuite, quels sont les autres attributs d'une commande? Et bien, tout simplement, une ligne commande. Donc, on va initialiser cette liste. Commande. .set ligne commande de new list. Et il ne nous reste plus qu'à sauvegarder notre commande. On peut également annoter notre méthode de transactionnelle, c'est-à-dire que si une erreur se produit, nous aurons une transaction qui va échouer, donc la commande ne sera pas persistée. Donc ceci va fonctionner. On va pouvoir créer une nouvelle commande. Ajoutons maintenant une ligne à notre commande. Donc, pour ajouter une ligne à notre commande, nous souhaitons également faire un post et nous allons juste y préciser l'ID et l'attribut ligne. Donc, ça va nous permettre d'ajouter une ligne à notre commande. Pour ajouter une ligne à notre commande, nous allons
créer la méthode qui va accepter également un request. Alors d'abord un pass variable de long-id et un request body de line commande request model. Une commande request model. Nous allons également créer ce DTO. Et ici, nous avons besoin de l'article ID et de la quantité. De la quantité commandée. On voit bien ici que le request model est totalement différent de notre entité métier. Nous n'avons pas le même nombre d'attributs, notamment le prix unitaire et la commande. À ce moment-là, ils ne sont pas initialisés. C'est la couche service qui va s'en occuper. Donc, dans notre contrôleur, nous pouvons importer ceci et nous allons donc appeler la méthode commande service.add ligne. Donc, on va y préciser tout d'abord la commande ID. Ici, l'ID référence la commande ID et également la ligne que nous souhaitons ajouter. On va pouvoir créer la méthode. Ici, pour bien comprendre, je vais préciser que le nom du paramètre est commande ID. Donc, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est pouvoir récupérer la commande. Donc, commande égale commande repository .find binary or else throw comme tout throw une exception. Donc, si on souhaite lever une exception, on va faire comme tout à l'heure new business exception de la commande n'existe pas, commande not find. On pourra extraire ensuite, si on réutilise plusieurs fois le find by ID, cette instruction. Donc, je vais même en profiter pour l'extraire et créer une méthode public commande find by ID et on va return commande. Donc, ici, on n'a pas besoin d'avoir cette variable et ici, c'est l'ID. Donc, au niveau d'ajouter une ligne, donc tout d'abord, nous devons récupérer la commande. Donc, commande égale commande find by ID, donc this.find by ID de commande ID. Et ensuite, il faut pouvoir ajouter une ligne détail. Donc, ce que nous allons faire, comme tout à l'heure, créer une ligne commande, et donc une commande point cette commande de ce qui est précisé, ligne commande point set quantité de ligne commande point la quantité, et pour l'article, set article de l'article. Ici, nous avons que l'ID, donc nous allons injecter l'article service pour pouvoir avoir notre article. Donc, article égale article service find by ID de l'article. Et nous pouvons le disposer. Quels sont les autres attributs que nous avons besoin au niveau de ligne commande? Le prix unitaire. Donc, nous allons pouvoir ajouter le prix unitaire, une commande.set prix unitaire. Et le prix unitaire, en fait, c'est le prix de l'article à cet instant. Et nous pouvons maintenant ajouter à notre commande, on récupère l'ensemble de ces lignes et on ajoute notre ligne commande. Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder. Et on peut annoter également la méthode de transactionnel. Tout d'abord, au niveau de notre utilitaire, nous allons vérifier que les colonnes ont bien été ajoutées et je vous encourage à saisir des valeurs, sinon vous allez avoir une exception lorsque vous allez récupérer parce qu'en effet, vous ne pouvez pas avoir un stock nul. Donc ici, nous allons dire un stock à 10. Au niveau des clients, nous avons mis un boolean qui est soit true, soit false. Donc en mettant nul, nous allons avoir une exception qui va se lever. Donc nous allons mettre false, 0 et 0 par exemple. Au niveau des commandes, nous n'avons rien pour le moment. Ensuite, vous pouvez utiliser un utilitaire comme Bruno ou Postman pour exécuter des requêtes HTTP. Donc ici, on met le verbe post et on va essayer d'insérer une commande. Donc, ça a répondu OK et vous pouvez aller vérifier au niveau des beavers si la commande a bien été créée. Donc, on voit bien que la commande a bien été créée avec le client ID 1, mais nous n'avons toujours pas de ligne détail commande qui a été ajoutée. Donc, nous allons faire
ceci. Donc pour ajouter une ligne, il suffit de saisir en plus l'ID de la commande ainsi que ligne et d'écrire le body. Par contre, au niveau du code Java, nous avons oublié d'ajouter les contraintes. Donc tout d'abord, il faut que la quantité soit supérieure à 0. Donc if ligne.get quantité est inférieure ou égale à 0, nous allons lever une nouvelle business exception. La quantité doit être supérieure ou égale à 1. Et également, il faut que nous ayons du stock. C'est-à-dire que si, alors au niveau de l'article, si article.stock getStock est inférieur à la quantité demandée, nous souhaitons lever une nouvelle exception. En début de vidéo, nous avions dit que la logique métier était contenue dans la couche service. Et c'est bien ce que nous avons fait dans Create Command et Add Line to a Command. Cependant, c'est pas la meilleure façon de coder. En effet, il serait préférable de déplacer la logique métier d'une commande dans l'entité commande. Et ce, pour plusieurs raisons. En effet, si on veut faire un test unitaire sur cette méthode addLine, nous devons moquer le article service et nous devons moquer le repository. Je vous propose de refactor ce code en respectant au mieux la notion de domaine et en mettant le code au plus proche du domaine. Pour ce faire, ça va être très simple. Il suffit de déplacer la méthode addLine dans la commande. Donc pour ce faire, ici, créez une nouvelle méthode que vous appelez addLine2Command et qui va prendre en paramètre non pas un objet, mais tout simplement la quantité et un article. Puis ensuite, nous pouvons reprendre l'ensemble des règles métiers. Donc nous avions que la quantité doit être supérieure à 0 et que le stock doit être disponible. Donc ici, si la quantité est inférieure à 0, nous levons une nouvelle exception. La quantité doit être supérieure ou égale à 1. Également, pour le stock, si article.getStock inférieur à quantité, nous levons, comme tout à l'heure, une exception, pas assez de stock. Et maintenant, vous pouvez créer votre nouvelle ligne commande. Donc, on peut recopier une grosse partie du code ici et le déplacer au niveau de la commande. Donc, la commande ici, ça va être 10. La quantité, vous l'avez en paramètre. Il ne vous reste plus qu'à faire lineCommand.addLigne de ligne commande. Et nous venons de déplacer l'ensemble de la logique métier au plus proche de notre objet. Et nous respectons ainsi la programmation orientée objet. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire au niveau de notre service? Mais en fait, notre service, il va permettre d'orchestrer un peu tout ceci, c'est-à-dire d'aller récupérer l'article et de sauvegarder la commande. Donc, nous n'avons plus besoin de ceci. Nous avons besoin, bien sûr, de la commande pour aller la récupérer. Nous avons besoin de récupérer l'article. Et ici, tout simplement, d'appeler commande service, .addLine2Command de l'article et la quantité. Donc en fait, notre service, il contient pas forcément la logique métier, ici, il contient l'orchestration. Il va contacter les autres services et il va contacter la base de données pour sauvegarder. On a déplacé l'ensemble de notre code. Et maintenant, si on veut créer un test unitaire sur l'ajout d'une commande, plus besoin de mock.
Nous ne dépendons pas ici d'un service ou de la base de données. Nous avons directement nos objets Java purs. Pour confirmer ces propos sur les tests unitaires, je vous propose d'en créer. Donc pour ce faire, rendez-vous dans Test Java. Un package a été créé par défaut lors d'initialisation d'application et nous allons l'utiliser pour y créer la classe commande test. Donc dans cette classe, je vais tout d'abord ajouter deux méthodes d'aide. Une première qui va permettre de créer un article et une deuxième de créer une commande vide. Ceci va nous aider pour l'ensemble de nos tests unitaires. Et ensuite, nous allons créer plusieurs tests. Donc, le premier qui va juste s'assurer que lorsqu'on crée une commande valide, l'ensemble des champs soit initialisé. Donc, add line to commande valide. Donc, on va pouvoir créer une commande vide et également créer un article. Donc, un article où il y aura une quantité en stock de 10 et le prix de cet article va être 200 €. Donc, given. Ensuite, lorsqu'on va ajouter une ligne à cette commande, pour ce faire, on va utiliser command.align to command et de l'article précédemment créé et d'une quantité. Donc, on va ajouter la quantité 2, c'est-à-dire qu'on va mettre deux articles à notre commande. Puis, on va pouvoir assert, donc la clause n, donc déjà vérifier que notre commande, elle a bien une ligne. Donc, assertion.assert equals que notre commande a bien une ligne. Puis ensuite, on va pouvoir récupérer la ligne commande et vérifier notamment qu'il y a bien une quantité de 2, donc get quantité est égal à 2, que l'article qui a été mis est bien celui saisi précédemment, donc assert equals de article de lineDetail.getArticle, et également que le prix unitaire a bien été récupéré au niveau de la commande. Parce qu'en effet, pour rappel, si on regarde une ligne commande, on récupère le prix unitaire parce que si on met à jour le prix de l'article, on ne souhaite pas forcément mettre à jour celui de la ligne commande qui doit rester immuable. Donc, nous venons de créer notre premier test unitaire et nous pouvons le lancer. Donc, il passe. Et ce qui est important à noter, c'est qu'ici, on n'a aucun mock. On n'a pas besoin de contacter un service annexe, notamment pour récupérer l'article ou le créer, et également pas besoin de moquer l'appel à la base de données. Continuons nos tests unitaires avec le fait de lever une exception si nous avons une quantité négative. Donc, endpoint with négative hors 0 quantité. Donc, pareil, on va créer un article, on va créer une commande, et cette fois-ci, on va ajouter une ligne à notre commande qui est à une quantité de 0. C'est-à-dire qu'on souhaite ajouter 0 article. Et bien, à ce moment-là, on souhaite lever une exception. Donc, pour gérer ceci en test unitaire, il suffit de coder comme ceci, assertion.assertThrow de business exception de notre fonction command.addLine to command. On va pouvoir également vérifier le message d'erreur avec une clause assert qui va vérifier que le message d'erreur est bien le bon. Assertion.assert equals. Donc, le message d'erreur, on va le récupérer, et donc exception.getMessage. Et le message d'erreur quand la quantité est inférieure à 0 est celui-ci. Pareil, on peut jouer le test unitaire.
On peut également copier-coller ce test pour créer un test sur le fait qu'on ne puisse pas ajouter si la quantité est inférieure au stock. Donc ceci, je vous laisserai par exemple le coder. Et nous, le dernier test qui va nous intéresser, c'est que lorsqu'on fasse une commande, on doit décrémenter le nombre d'articles en stock. Donc un décrément article stock. Donc pareil, on a notre article, on va créer notre commande et on va tout simplement commande.add donc on va ajouter 2 et ce qu'on s'attend, c'est que le nombre d'articles en stock est égal à 2. Article.getStock est égal à 8, pardon, c'est-à-dire 10 moins 2 est égal à 8. Donc on peut lancer le test. Et en effet, il ne passe pas parce que si on regarde dans notre addline to command, nous n'avons jamais décrémenté la quantité en stock. Donc nous pouvons faire article.setStock est égal à article.getStock moins la quantité et nous pouvons rejouer notre test qui maintenant passe. Donc si on regarde notre classe de test, on est bien sur une unité. À chaque fois, on a testé une unité si la méthode addline to command et on ne dépend de rien. Aucun mock. C'est pour cette raison qu'il est préférable de ne jamais coder l'ensemble de la logique métier comme nous l'avons fait au début dans la classe service, mais d'être plus près de notre entité métier. Je souhaite ouvrir une petite parenthèse sur le fonctionnement d'Hibernate avec Spring. En effet, ici, au niveau du service, nous avons récupéré une commande, puis l'article, nous avons modifié la commande et nous avons fait un update des stocks. Puis, nous demandons à Hibernate de sauvegarder la commande. Si vous exécutez de nouveau avec Bruno Postman une requête, vous allez bien avoir les stocks qui sont décrémentés. Pour autant, nous n'avons pas codé article repository.save de article. Nous ne l'avons pas codé. Et l'article a bien été mis à jour. Et en fait, c'est une des particularités au niveau d'Hibernate, c'est que lorsqu'on récupère une entité qui est déjà en base de données, elle va être dans l'état managed. Donc en fait, vous pouvez ensuite la modifier et à la fin de la méthode, Hibernate va automatiquement faire les inserts et les updates sur les entités déjà managées, sans que vous ayez à vous y associer. C'est pour cette raison que nous n'avons pas besoin de faire un article repository.save. Et on pourrait même aller plus loin, on pourrait commenter ce code-là et vous verrez bien que votre commande est également sauvegardée. Donc nous pouvons continuer à implémenter notre logique métier avec l'ajout de pouvoir valider une commande. Pour ce faire, tout d'abord, on va ajouter un nouvel attribut qui va être le statut de la commande. Donc ça va être une énumération qui va représenter le statut de notre commande à l'instant T. Donc soit elle est dans le statut panier, donc on va appeler ça brouillon, soit elle est dans le statut commandé ou valide. Et on va pouvoir exploiter cette énumération au niveau de notre entité commande. Donc statut commande, et il faut ajouter la notion enumerate et par défaut avec le string, c'est-à-dire qu'en base de données, on va avoir cette énumération qui va être créée avec les deux valeurs de constante. Et ici, lorsqu'une commande est créée, par défaut, on la mettra au statut brouillon. Donc, comme tout à l'heure, il va falloir, en base de données, aller modifier là où les statuts sont nuls pour mettre un statut. Donc, si on relance, la base de données va être mise à jour. Donc, une fois ceci fait, lorsqu'on va valider une commande, il faudra juste mettre à jour le statut et également, si le client est VIP, effectuer une réduction de 10%. Donc, on ne va pas commencer à coder ici comme tout à l'heure, on va regarder ce qu'on peut coder au niveau de la commande. Donc, public validate commande. Mais déjà, nous devons vérifier si validate commande et pas un attribut, puisqu'en fait, on va utiliser le this pour ça. Donc, if this.client.isVIP, ici, on va souhaiter effectuer 10% de réduction sur le montant
total de la commande. Donc il va falloir qu'on puisse calculer ce montant total. Donc pour calculer le montant total, pour toutes les lignes commandes, décimale prix total égale prix total pour être de prix unitaire. Et ensuite, si le client est VIP, on souhaite que prix total point multiply par 1 moins par 0,90. Alors, par new pic décimal de 0,90, donc 10%. Et ceci, on souhaite le stocker dans le prix total parce que les méthodes au niveau de big décimaux, à chaque fois, créent un nouvel objet. Et le prix total, en fait, il faudrait qu'on puisse le sauvegarder. Donc, nous allons ajouter une colonne private big décimal prix total pour éviter qu'il fluctue dans le futur était égal à 0 lorsqu'on initie la commande. Et ici, prix total calculé. Prix total calculé, et this.prix total est égal. Également, une fois ceci fait, on souhaite également que notre commande passe dans le statut validé. Donc, commandé. Maintenant, au niveau du service, nous souhaitons également pouvoir valider notre commande, donc c'est-à-dire depuis déjà un endpoint HTTP. Donc, au niveau du service, ici, public validate commande, et on va passer le command ID. Donc, comme tout à l'heure, on va aller récupérer la commande et ensuite commande.valider commande. Donc, on voit bien qu'au niveau du service, on fait que de l'orchestration, on va appeler le repository et ensuite, une fois qu'on a notre objet, notre entité, on va effectuer de la logique métier directement dessus. Au niveau du contrôleur, post mapping, et ici, sur une commande, on va dire de la valider. Commande service, point, validate commande de l'ID. Donc, petite erreur au niveau de notre logique métier, même si le client VIP, nous devons mettre à jour le total. Par contre, ici, on modifie et donc, voici la bonne logique métier. Donc, si on relance notre application au niveau de Bruno, eh bien, on va voir que ça va bien valider notre commande. On peut aller vérifier en base de données, que le statut soit bien passé à commande et que la somme soit bien celle attendue. Nous pouvons et devons encore améliorer notre système. En effet, ici, dans commande, nous modifions l'état de l'article. Et ceci n'est pas facilement repérable en cas de bug. Il faudrait que le fait de décrémenter le stock ne soit pas fait dans une commande, mais dans l'orchestration. Donc, il suffit de retravailler article pour y créer une méthode permettant de décrémenter le stock. Donc, tout d'abord, nous allons aller dans l'entité article et nous allons créer une méthode pour réserver une quantité. Il suffira ici de vérifier que la quantité en stock est disponible. Sinon, nous lèverons une nouvelle exception. Ou si le stock est égal ou si la quantité est égale à 0, alors nous ne prenons pas en compte la commande. Et sinon, nous décrémentons la quantité en stock. Côté service, nous allons appeler notre méthode avec la quantité demandée et nous mettons à jour la méthode addLine to command.
Concernant les tests, nous remarquons qu'ils ne passent plus. En effet, la méthode addLine2Command ne décrémente plus le stock. Donc ici, nous devons supprimer ce test. Néanmoins, la question est comment s'assurer que lorsque quelqu'un va modifier la méthode addLine, il ne supprime pas malencontreusement cette logique métier. Pour ce faire, nous devons écrire un nouveau test et je me suis permis de l'écrire en avance pour que ce soit plus simple à expliquer. Nous allons tester notre service, mais nous devons ici moquer les accès aux différents repositories et services annexes. Donc, avant chaque exécution de test, nous allons setup une commande et un article avec une quantité de 10. Puis, lorsque nous allons ajouter une ligne à notre commande, nous allons vérifier d'une part que le stock est bien décrémenté. Nous avons commandé 5 quantités et nous en avions 10, donc il doit nous en rester 5. Et nous allons également vérifier que cette quantité, 5, est également ajoutée à notre commande. Nous pouvons exécuter ce test et vérifier qu'il passe.